Depuis le 24 février 2022, l'invasion russe de l'Ukraine a bouleversé l'Europe, redessinant les équilibres géopolitiques mondiaux. 3 ans plus tard, la paix reste un mirage dans ce conflit dévastateur. La Russie accuse l'Ukraine de bloquer tout dialogue, tandis que Kiev pointe l'intransigeance de Moscou. Un tournant majeur a récemment marqué les esprits, la Russie revendique la « libération » de la région de Koursk, envahie par les forces ukrainiennes en 2024. De l'autre côté de l'Atlantique, Donald Trump, revenu à la Maison-Blanche en 2025, secoue les conventions en refusant de désigner la Russie comme l'agresseur, préférant blâmer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les Européens, eux, s'efforcent de préserver leur sécurité face à ces bouleversements. Qui bloque vraiment la paix? Quels sont les véritables obstacles à la fin de cette tragédie? Plongeons dans cette analyse captivante, appuyée sur des sources vérifiées, pour démêler les positions et comprendre les dynamiques complexes de ce conflit. La position russe, Koursk libéré, un levier pour la paix. Sous la direction de Vladimir Poutine, la Russie justifie son invasion comme une réponse à des menaces existentielles. Le Kremlin affirme que l'Ukraine, soutenue par l'Occident, menace sa sécurité en se rapprochant de l'OTAN et de l'Union européenne. L'opération militaire spéciale, selon Moscou, vise à protéger les populations russophones du Donbass, à dénazifier l'Ukraine, une accusation largement démentie, et à empêcher son intégration à l'Alliance Atlantique. En avril 2025, la Russie a marqué un point stratégique en annonçant la « libération » de la région de Koursk, envahie par les forces ukrainiennes en août 2024. Lors d'une vidéoconférence le 26 avril 2025, le chef d'état-major Valery Gerasimov a informé Poutine que le dernier village, Gornal, avait été repris, mettant fin à l'incursion ukrainienne. Cette victoire, soutenue par des troupes nord-coréennes, une première officiellement reconnue, est présentée comme une preuve de la résilience russe. Moscou affirme que cette reconquête ouvre la voie à des négociations. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères, a déclaré le même jour être prêt à conclure un accord avec les États-Unis, mais à des conditions strictes: neutralité permanente de l'Ukraine, abandon de toute ambition d'adhésion à l'OTAN, reconnaissance des annexions, Crimée, Donbass et autres territoires occupés, et démilitarisation partielle. Le Kremlin reproche à Kiev de prolonger le conflit en rejetant ces termes, dépeignant Zelensky comme une marionnette occidentale, obsédée par la confrontation. Les médias russes amplifient ce narratif, présentant l'offensive ukrainienne à Koursk comme une provocation gratuite, justifiant une réponse militaire accrue. Cependant, les actions russes contredisent ce discours de paix. Les bombardements massifs, comme l'attaque sur Soumy en avril 2025, qui a tué 35 civils, et l'utilisation de missiles nord-coréens montrent une escalade des hostilités. Les rapports de l'ONU documentant plus de 12 000 civils tués depuis 2022, soulignant les violations massives des droits humains. La « libération » de Koursk, bien que significative, semble davantage un outil de propagande pour renforcer la position de Poutine qu'un véritable pas vers le dialogue. La position ukrainienne, résistance face à l'agresseur. L'Ukraine, elle, rejette catégoriquement les accusations russes. Pour Volodymyr Zelensky, la Russie est l'agresseur incontestable, ayant violé la souveraineté ukrainienne dès 2014 avec l'annexion illégale de la Crimée, puis en lançant une invasion à grande échelle en 2022. Concernant Koursk, Kiev conteste la version russe. Le 26 avril 2025, l'état-major ukrainien a qualifié les déclarations de Gerasimov de « propagande », affirmant que des combats persistent dans la région et que les forces ukrainiennes n'ont pas été entièrement chassées. L'incursion à Koursk, lancée en août 2024, visait à capturer du territoire russe pour l'utiliser comme levier dans d'éventuelles négociations, tout en détournant les forces russes d'autres fronts. Zelensky insiste sur le fait que la paix n'est possible qu'avec le retrait total des troupes russes, y compris de la Crimée, et le respect des frontières de 1991. Accepter les conditions russes, neutralité, cession de territoire, équivaudrait à une capitulation, ouvrant la voie à de futures agressions.
Kiev dénonce également les crimes de guerre russes, comme les frappes sur des cibles civiles, et accuse Moscou de manipuler les pourparlers pour gagner du temps. La perte progressive de Koursk, bien que coûteuse, est relativisée par l'Ukraine, qui y voit une démonstration de sa capacité à frapper en territoire ennemi. Cependant, l'Ukraine est sous pression. La suspension de l'aide militaire américaine par l'administration Trump en 2025 a affaibli ses capacités, tandis que les pertes humaines et matérielles, des dizaines de milliers de soldats et civils, rendent la poursuite du conflit de plus en plus difficile. Zelensky, tout en restant inflexible publiquement, doit composer avec une réalité stratégique où la reconquête totale de son territoire semble hors de portée sans un soutien occidental massif. La vision de Trump, la Russie n'est pas l'agresseur, Zelensky pointé du doigt. Depuis son retour à la présidence en janvier 2025, Donald Trump a bouleversé la dynamique du conflit en refusant de désigner la Russie comme l'agresseur. Le 14 avril 2025, après une frappe russe meurtrière sur Soumy, Trump a qualifié l'attaque de « terrible erreur », mais a évité de condamner explicitement Moscou. À la place, il a blâmé Zelensky, déclarant que « l'Ukraine n'aurait jamais dû commencer cette guerre » et que « des millions de personnes sont mortes à cause de 3 personnes », visant implicitement Zelensky, Poutine, et peut-être Joe Biden, qu'il accuse d'avoir escaladé le conflit en armant Kiev. Cette rhétorique, qui fait écho à la propagande russe, marque un revirement par rapport à la position traditionnelle des États-Unis, qui considérait la Russie comme l'agresseur depuis 2022. Trump a intensifié ses critiques contre Zelensky, le qualifiant de « dictateur » et de « comédien raté » lors d'une rencontre tendue à la Maison-Blanche en février 2025. Il reproche à l'Ukraine de refuser des pourparlers, notamment après la « libération » de Koursk, qu'il voit comme une opportunité pour un cessez-le-feu. Dans une interview le 13 avril 2025, il a déclaré que les négociations pourraient bien se passer, mais qu'il y a un moment où il faut conclure ou se taire. Son administration, via le secrétaire d'État Marco Rubio, a menacé de couper toute aide à l'Ukraine si Kiev ne coopère pas. Les termes exacts du plan de Trump n'ont pas été publiés, mais plusieurs rapports suggèrent qu'il inclurait la reconnaissance légale par les États-Unis de l'appartenance de la Crimée à la Russie. Cette concession, rapportée par des sources proches de la Maison-Blanche et citée par la Dépêche du Midi, viserait à apaiser Moscou et à faciliter un accord. Le plan consisterait également à geler le conflit en figeant les lignes actuelles, entérinant l'occupation russe d'environ 20% de l'Ukraine, y compris la Crimée. Trump envisage une « force de réassurance » impliquant des troupes européennes ou de l'OTAN pour surveiller un cessez-le-feu, une idée rejetée par Moscou, qui s'oppose à toute présence étrangère. Cependant, ces discussions directes avec Poutine, comme un appel qualifié de « formidable » en mars 2025, et son vote avec la Russie contre une résolution de l'ONU désignant Moscou comme agresseur, suggèrent une volonté de normaliser les relations avec le Kremlin. Les motivations de Trump semblent doubles, un succès diplomatique rapide pour consolider son image de « faiseur de paix » et une réorientation des ressources américaines vers des priorités internes. Cependant, sa réticence à reconnaître la Russie comme l'agresseur et son insistance à blâmer Zelensky, combinées à la possible reconnaissance de l'annexion de la Crimée, ont provoqué l'indignation en Ukraine et l'inquiétude en Europe, où l'on craint que cette approche ne légitime les gains territoriaux russes. La perspective européenne, un contrepoids face à l'ambiguïté américaine. Les Européens, voisins directs de l'Ukraine, se retrouvent dans une position délicate. L'Union européenne a condamné sans équivoque l'agression russe, imposant des sanctions économiques massives et fournissant plus de 21 milliards d'euros d'aide à Kiev en avril 2025. Cependant, la posture de Trump, qui refuse de voir la Russie comme l'agresseur et envisage de reconnaître l'annexion de la Crimée, complique leur stratégie. Le président français Emmanuel Macron, lors de pourparlers à Paris en avril 2025, a insisté sur le fait que mettre fin à la guerre en Ukraine est un objectif commun avec Trump, tout en proposant une coalition de volontaires avec le Royaume-Uni pour garantir un éventuel cessez-le-feu.
Les Européens craignent que le plan de Trump, en figeant les lignes actuelles et en légitimant l'annexion de la Crimée, ne récompense l'agression russe et n'affaiblisse la sécurité régionale. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a averti qu'un tel accord serait « une capitulation de l'Occident ». Des pays comme l'Allemagne et les États baltes plaident pour un soutien continu à l'Ukraine, y compris via des livraisons d'armes et une intégration accélérée à l'UE. Pourtant, la dépendance européenne aux États-Unis pour certaines capacités militaires limite leur marge de manœuvre. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a réaffirmé le 15 avril 2025 que « la Russie est l'agresseur, elle a déclenché cette guerre, il n'y a aucun doute ». Cette position, partagée par la plupart des dirigeants européens, contraste avec celle de Trump et souligne les tensions au sein de l'Alliance atlantique. La libération de Koursk et l'offensive russe dans l'est de l'Ukraine rappellent l'urgence d'une solution concertée, mais la possible reconnaissance de la Crimée par les États-Unis complique les efforts européens pour maintenir une ligne ferme. Une tentative de conciliation, où se trouve la vérité? Les positions des parties semblent irréconciliables. La Russie, forte de sa reconquête de Koursk, voit dans cette victoire un levier pour imposer ses conditions, tout en accusant l'Ukraine de refuser la paix. Kiev, déterminée à défendre sa souveraineté, rejette ces termes comme une reddition déguisée, dénonçant la Russie comme l'agresseur. Trump, en refusant de reconnaître Moscou comme responsable, en blâmant Zelensky pour avoir commencé la guerre, et en envisageant de reconnaître l'annexion de la Crimée, cherche un accord rapide, même au prix d'une Ukraine amputée. Les Européens, coincés entre leur soutien à Kiev et la réelle politique imposée par Washington, tentent de préserver le droit international tout en évitant une escalade. Pourtant, des convergences émergent. Toutes les parties veulent la fin du conflit, mais leur définition de la paix diverge radicalement. Pour Poutine, elle signifie la soumission de l'Ukraine, pour Zelensky, la restauration de l'intégrité territoriale, pour Trump, un cessez-le-feu immédiat, même déséquilibré, pour les Européens, une stabilité durable. La libération de Koursk renforce la position russe, mais elle ne change pas la donne stratégique. L'Ukraine reste dépendante de l'aide occidentale, tandis que la Russie mise sur l'usure de ses adversaires. Les sources vérifiées, comme les rapports de l'ONU et les déclarations officielles, confirment que la Russie est l'agresseur initial, ayant violé le droit international. Cependant, la posture de Trump, qui évite ce terme, pointe Zelensky comme responsable, et envisage de reconnaître la Crimée comme russe, fragilise l'Ukraine et met les Européens dans une position défensive. Cette ambiguïté renforce la méfiance de Kiev, qui craint une trahison occidentale. Une solution pourrait passer par un cessez-le-feu temporaire, surveillé par une force internationale neutre, permettant des négociations sans entériner les gains russes, y compris en Crimée. Cela exigerait des concessions, la Russie devrait suspendre ses offensives, l'Ukraine envisager une neutralité temporaire, et Trump maintenir une aide minimale pour éviter un effondrement ukrainien. Les Européens, quant à eux, devraient investir massivement dans leur défense pour peser dans les discussions. Cependant, la méfiance mutuelle et les ambitions géopolitiques rendent ce scénario improbable à court terme. La guerre en Ukraine, marquée par la libération de Koursk et l'approche controversée de Trump, reste un nœud gordien. La Russie, en reprenant Koursk, consolide son narratif de victoire, mais ses conditions pour la paix équivalent à une capitulation ukrainienne. Kiev, résolu à résister, paie un prix exorbitant et accuse Moscou d'agression. Trump, en refusant de désigner la Russie comme l'agresseur, en blâmant Zelensky, et en envisageant de reconnaître l'annexion de la Crimée, risque de précipiter un accord défavorable à l'Ukraine, aux grandes dames des Européens, qui craignent pour leur sécurité. La vérité réside dans les nuances, la paix exige des compromis, mais la méfiance et les ambitions divergentes bloquent tout progrès. Ce conflit nous rappelle que la guerre naît de la peur et de l'orgueil, mais que la paix demande courage et humilité. Alors que les civils continuent de souffrir et que les tensions géopolitiques s'amplifient, le monde attend un leadership capable de transcender les égos et de ramener l'espoir.
La question n'est plus de savoir qui est l'agresseur, mais combien de temps l'humanité peut encore supporter cette tragédie.